Et maintenant, j'accueille Olivier Bobineau, Amel Boubaker, Louis Caprioli et Abdelhak Edouk. Place au débat, place aux confrontations. Je vous en prie, prenez place. Bonjour mesdames, bonjour madame, pardon, bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Et tout de suite on va commencer, là parce que je viens d'avoir un entretien avec, comme vous avez vu, avec Claude Guéant. Donc monsieur Caprioli. Monsieur Moiti, bonsoir. Bonsoir monsieur. Manuel Valls a affirmé que plusieurs centaines d'individus étaient capables de s'organiser comme le groupe qui vient d'être démantelé, là, tout à fait récemment. Plusieurs centaines d'individus. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça, etc. Samedi dernier, donc. Quelle est selon vous la véritable ampleur de cette menace? C'est vrai ou c'est surestimé, sous-estimé? Enfin, comment vous sentez, vous qui êtes un grand spécialiste de la lutte antiterroriste? Merci. Écoutez, je ne peux pas désavouer le ministre de l'Intérieur. L'actuel ou l'ancien? Les deux. Bon. les deux, parce que si vous voulez, je crois qu'aussi M. Guéant a estimé que la menace était importante. Le ministre Manuel Valls a évoqué des centaines. Je crois que le fondement de tout ça, c'est un travail d'analyse qui a été fait par les services. C'est vrai que sur les consultations des sites Internet, on voit apparaître des milliers et des milliers de gens, les surveillances donnent à penser qu'il y a quelques centaines d'individus qui seraient susceptibles de basculer. J'allais dire, ce qui leur manque, c'est un leader, c'est une sorte d'émir pour le passage à l'acte. Et puis après, parce que beaucoup se vantent, on va faire le djihad, on va faire ça, bon, et ils ne passent pas par, et ça va pas plus loin. Et la réalité, c'est qu'on a après quelques dizaines d'individus qui passent. Alors, je dis, une analyse à quoi? C'est une analyse qui repose sur les 20 dernières années. Depuis que le conflit, j'allais dire, en Algérie a commencé avec l'interruption du processus électoral, la France a été confrontée à ce phénomène d'islamisme, de terrorisme. Donc, si vous voulez, c'est sur cette base-là que je fais aussi cette analyse, d'avoir quelques dizaines. On reviendra vous voir et parler avec vous. Madame Boubaker, de quoi l'islamisme radical est-il le nom? Question comme ça. Pourquoi ces jeunes gens choisissent-ils, au fond, cet étendard? Je vais citer Tarek Oubrou, qui est l'imam de Bordeaux. Il dit l'islam n'est que le nouveau prétexte d'une violence dont l'origine est sociale. On nous a fait beaucoup le coup de la violence qui est à l'origine sociale, etc. Dont la cause est le social. Je vous en prie, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? L'islamisme est le nom de plusieurs choses, à vrai dire. Et il faut, dans cette affaire, saisir l'opportunité de faire un petit peu une différenciation entre tout ce dont on parle, entre salafisme, islamisme radical, djihadisme. Alors, est-ce qu'il y a une radicalisation du discours? Oui, c'est manifeste. Il y a une radicalisation du discours qui est de plus en plus prégnante. Et de la pratique. Dans les milieux musulmans. Ensuite, dans la pratique, il y a une radicalisation religieuse. Qu'est-ce que c'est la radicalisation religieuse, pardon? Eh bien, c'est sous le prétexte d'une idéologie religieuse, et là, c'est le salafisme, c'est l'exclusion de soi-même, de la communauté d'ensemble, mais l'exclusion aussi des autres musulmans. Mais celle-ci n'augure pas d'une radicalisation politique. Et puis, on est dans une radicalisation politique qui peut mener au djihadisme et qui a partie alliée, peut-être beaucoup plus avec la gun culture, la culture de la délinquance, la fascination pour les armes, la désignation des juifs comme l'ennemi, parce que c'est eux qui sont considérés comme puissants, mais là, qui n'a pas grand-chose à voir avec des débats théologiques sur ce que dit le Coran du djihad ou pas. Monsieur Abdelhak Edouk, moi je n'ai rien à dire à ce que vous avez dit, mais en tout cas, ces jeunes ont-ils, selon vous, des comptes à régler avec la France? Trouvent-ils dans la religion une seconde chance, un moyen de construire un socle identitaire? Ont-ils de véritables revendications islamistes, par exemple, je ne sais pas, comme l'instauration de la charia, par exemple, je ne sais pas. Vous êtes aumônier, aumônier musulman. À la maison d'arrêt de Fleury. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, oui. Racontez-moi, quand vous parlez avec eux, qu'est-ce que vous entendez? Écoutez, moi je vais apporter le regard de l'aumônier musulman, qui est là pour répondre à la demande exprimée par les détenus pour avoir des réponses à caractère spirituel ou cultuel. Ce qui fait que le regard de l'aumônier, il vient après écoute, après que le détenu arrive à exprimer ce qu'il a envie de voir. Personnellement, je peux dire que dans beaucoup de situations, le détenu aimerait dire autre chose au départ, mais il va, on va dire, commencer par la question religieuse pour passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Tout simplement pour exprimer un petit peu la difficulté dans laquelle il se trouve, dans l'enfermement, dans la rupture sociale. Il faut pas oublier. Ce sont des victimes pour vous? Non, je dirais pas ça. Parce que la maman de l'un d'entre eux, qui a dit ça récemment? La maman d'un petit jeune homme qui a été tué, vous vous souvenez, au moment de
Hein, c'est terrible. Ils disent que ce sont des victimes, ces enfants-là. Mais non, vous le ressentez? Disons, de toute façon, les détenus. Après, je voudrais vous entendre. Les détenus, moi je suis dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire ils ne sont pas encore, pour la plupart, ils ne sont pas encore jugés. Ce qui fait jamais, ils vont dire que voilà, j'ai fait quelque chose, que je suis délinquant. Il va toujours, on m'a accusé, etc. Mais si vous voulez, le regard de l'aumônier, parce qu'il s'agit de la question religieuse dont il s'agit dans ce débat aujourd'hui. Moi, personnellement, je peux dire que pour la plupart, au-delà du fait du besoin d'un cheminement spirituel qui concerne l'ensemble des détenus dans les prisons en France, il y a... Vous n'êtes que 150 on n'est que 150 aumôniers, 150, 160, voilà. C'est rien, quoi, par rapport à combien de prisonniers musulmans? Ça, on ne peut pas savoir, mais d'après ce qu'on me dit, les chiffres sont... non, on peut facilement, moi, c'est pas mes chiffres, mais ce sont les chiffres de M. Delarue, qui est voilà, qui s'occupe des libertés, etc., qui dit entre 30 et 50% selon... C'est ça, on a les mêmes chiffres. Donc selon les prisons. Enfin, c'est pas la même chose, 30 ou 50%, mais c'est énorme. Selon les prisons. Sur une population bien sûr. carcérale. Bien entendu. Bon, enfin, donc... Je ne peux pas dire que ce sont des victimes, mais je ne peux pas dire non plus que ce sont des radicaux, des terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qu'on a arrêtés, Bien sûr, mais on en arrête tellement à l'extérieur qui n'ont pas passé ni par l'islam, ni par la case prison, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis concerné en tant qu'aumônier parce qu'il s'agit d'individus qui sont passés par la prison, donc ça m'interpelle. Mais ceci dit, il faut quand même trouver la juste mesure pour évoquer chaque sujet. Mais monsieur Bobineau, ces jeunes ne sont-ils pas le reflet, comme ça, des échecs des politiques d'intégration? Parce que ça serait ça, la suite logique. Ah, regardez, ils sont stigmatisés, ils sont ceci. Le côté victime, vous savez, le côté victimaire du truc. Si on les considérait comme des Français, comme les autres, ce qu'ils sont, les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes machins, etc., échec des politiques d'intégration, etc., à en croire une étude publiée par l'INSEE il y a 2 jours, les enfants d'immigrés en Ile-de-France se sentent aussi discriminés que leurs parents. Alors, Serge Boati, je crois qu'il faudrait faire un peu d'histoire, poser une toile de fond politique, une année en particulier, 1989. Oui, et pourquoi après, 89 ? Pourquoi ? Parce qu'en 1989, il va y avoir la substitution d'un grand adversaire. De 1945 à 1989, le grand adversaire des sociétés libérales, individualistes, démocratiques, les communistes. Sauf que la même année 89, que se passe-t-il ? Chute du mur de Berlin. L'ayatollah Khomeini, 10 ans après, fête sa révolution, et la même année, en février, condamne Salman Rushdie par une fatwa. Il va occuper la scène, il va représenter le nouveau barbu, le barbu soviétique, le péril rouge. On lui substitue le barbu arabo-musulman. Bien sûr. Le péril vert. Le grand méchant, le diable. Et pour peu que, en 90-91, jusqu'en 2001, l'actualité politique, l'actualité géopolitique, va montrer quoi de ce musulman? C'est un barbu, mais par ailleurs, c'est un terroriste. Donc ça, c'est la toile de fond politique. Il faut bien voir qu'il y a une substitution de grand adversaire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est là encore la fin des années 90 qui est déterminante. En faisant mes recherches pour un livre qui est sorti au mois de juin avec Stéphane Lation, Les musulmans, une menace pour la République, nous avons pu démontrer facilement... On le voit à l'écran. Nous avons pu montrer facilement qu'avant 89, les revendications alimentaires, inexistantes. Avant 89, les pratiques ou les violences ou les demandes, de prière ou de piscine, inexistantes. Est-ce à dire que les aînés, c'est-à-dire la première génération qui est arrivée en France, étaient moins croyantes, moins pratiquantes? Bien sûr que non. Oui. C'est d'ailleurs l'époque où, si vous le permettez, ces croyants musulmans vont prier où? Dans les salles paroissiales, dans les chapelles catholiques. Donc, il se passe quelque chose à la fin des années 90. En quelques mots, peut-être qu'on pourra y revenir, c'est cette deuxième génération qui aujourd'hui connaît un taux de chômage 3 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et y compris avec une pointe en particulier pour les chômeurs descendants d'immigrés algériens et marocains et tunisiens. Bon. Oui, on a vu ça récemment dans un sondage qui est sorti il y a quelques jours, une étude de l'INSEE. À partir de données de mai 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80 ? Cette génération beurre-beurette est en pleine construction identitaire. Qu'est-ce qu'elle a comme moyen pour construire son identité? La sociologie américaine nous apprend qu'on a 3 groupes pour construire son identité. On a un groupe d'origine, c'est le bled. Que fait le bled? Rejette ces jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe, ils ne connaissent pas le Coran. On a un groupe
de référence. Le groupe de référence, c'est le groupe auquel on veut aspirer. C'est le groupe étalon, le groupe idéal. C'est les hauts revenus, c'est les grandes écoles, c'est la consommation. Est-ce qu'ils y ont accès en banlieue? En rêve. Frustration. Qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste le groupe d'appartenance. Et qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'appartenance? C'est un langage, une musique, un vêtement, une alimentation. Tout ce qu'on a vu après. Oui, mais c'est pas forcément, je vais faire péter une bombe, je vais... attention. Non, parce que vous y allez sec, là. Vous faites je comprends très bien l'histoire du diable de substitution. Mais de là à faire partie d'un réseau terroriste qui va faire sauter des... À force d'être stigmatisé comme hyper violent, dangereux, il y a deux processus en sociologie. Faites pas d'angélisme, là, pour parler métaphysique un peu bête. Non, je fais pas d'angélisme. J'ai comparé les taux de suicide de ces jeunes musulmans. À partir de 89-90, on voit une augmentation de ces taux de suicide. Soit ils vont retourner la violence contre eux, soit ils vont chercher des boucs émissaires et ils vont exprimer cette violence. L'ancien patron du terrorisme, de la lutte antiterroriste, qu'est-ce qu'il pense de ce discours? Écoutez, moi je ne me vais pas me placer sur ce plan-là parce que... Non, mais comme ça, et moi aussi, j'aimerais vous entendre. Mon approche, elle est un peu différente dans le sens où je pense que... J'en étais persuadé. Sur la réalité, si vous voulez, c'est que là, je pense que c'est vrai que la question... L'interruption du processus électoral en Algérie a été fondamentale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Front islamique du salut a projeté des experts en Europe, non seulement en France, mais sur l'ensemble de l'Europe. Et on a eu, pendant un moment, j'allais dire, une ouverture pour le fils de mettre à... Les islamistes algériens, rappelons-le. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que là, on a ce phénomène. Et brutalement, le fils... a basculé dans la violence avec l'armée islamique du salut, mais comme toujours, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, ce qui fait que le fils qui luttait uniquement contre l'armée algérienne et la police, tout ça a été battu en brèche par le GIA. Et c'est le GIA qui est devenu le symbole. Mais nous, ici, là, en France, là, comment expliquer? Justement, je crois que... Attendez, mais c'est intéressant, mais allez-y, Madame Boubacar. Je crois qu'on aura une première réponse au problème du moment où on comprendra que ce sont des phénomènes franco-français et qu'on arrêtera d'essayer de lier les phénomènes de radicalisation que l'on a en France à ce qui se passe en Iran, en Algérie, etc., même de façon historique. Ça n'a pas de rapport aujourd'hui. Pourquoi? Il faut comprendre sur le terrain, dans les entretiens que j'ai faits avec des gens qui, plus tard, ont basculé dans le radicalisme, voire dans le djihadisme. En fait, c'est un processus de radicalisation d'abord individuelle. Il faut bien comprendre qu'on se radicalise pour diverses raisons, et ensuite, on cherche son groupe d'appartenance. Et ensuite, on cherche un groupe qui peut contenir cette radicalisation. Et effectivement, alors l'islam djihadi, etc., qui est une idéologie assez, somme toute, accessible sur Internet, met en place des phénomènes de radicalisation qui ont un vernis islamique. Mais d'accord, mais je voudrais vraiment essayons d'entrer dans le cerveau comme ça d'un type. Impossible, mais essayons de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur, comment il s'appelle, Sidney, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête un jour pour arriver à faire ça? Moi, c'est un mystère. Pour moi, c'est un vrai mystère. C'est un mystère pour tout type de terrorisme, à vrai dire. Donc, il n'y a pas une recette spécifique au terrorisme dit islamique. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet acte est commis par des Français en relation avec les conditions de leur environnement français. Alors, vous êtes dans la thèse victimaire aussi? Non, il n'y a pas de victime. Cette bipolarisation victime... C'est pas victime pour vous. C'est pas le problème de la victime. C'est le problème de la continuité. On ne va pas faire du Girard, mais c'est le problème de la continuité. On a affaire à quoi? On a affaire à des délinquants. On a affaire à des gens qui, à un moment donné... trafic de stupes, etc. Qui se retournent. Déjà dans la criminalité. Et qui sont dans la criminalité, ou tués, comme il y a eu plusieurs crimes depuis une quinzaine d'années, quand on se réfère aux chiffres du ministère de l'Intérieur, dans certaines cités, dans certaines banlieues, en lien d'ailleurs avec les trafics de drogue. Là, ce qui est terroriste, c'est qu'à un moment donné, ils raccrochent un malaise, un mal-être, à des frustrations, à des violences, ils raccrochent une idéologie. Mais ils ne la connaissent pas. Ils n'ont jamais lu le Coran. C'est vrai, ça. Ils ne sont pas... Oui, c'est justement parce que... c'est bien, vous vous répondez bien. Je pense qu'au lieu de se focaliser sur ce qui se passe dans la tête de l'individu, ça c'est impossible de savoir, surtout qu'il est mort. Il faut revenir sur le parcours. Non, sur son frère. Mais bien entendu, mais il y a un parcours. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut faire un profil d'individus qui se retrouvent dans cette situation et faire un flashback sur leur parcours familial, leur parcours au sein de la société, quel est le rapport qu'ils avaient. C'est pas parce qu'il est passé par la prison, c'est pas parce qu'il a dit que je suis musulman. C'est pas l'école où on tout se fait, la prison. On a tellement dit que c'était l'école